Collectivement, au Québec, nous avons les moyens de le faire, moyennant une contribution minuscule des gens les plus riches de notre société, les banques, en disant, demandons-leur, vraiment, c'est même pas la juste part, c'est en deçà de la juste part, c'est demandons-leur 0,7 % de leur capital par année. Autour de l'Atlas de faire sa proposition à la ministre Beauchamp, Gabriel Nadeau-Dubois, que je recevrai dans quelques minutes, dit que c'est une solution pour régler le conflit et permettre aux étudiants de sauver leur session. Alors Sébastien, il serait très étonnant que le gouvernement, il trouve son compte. L'Atlas propose... Il serait très étonnant que le gouvernement, il trouve son compte. L'Atlas propose encore le gel des droits de scolarité et elle va même plus loin. Elle veut la gratuité. C'est son option, l'Atlas. C'est l'option traditionnelle de la classe de demander la gratuité scolaire. Ce que la classe propose aujourd'hui, c'est dans 5 ans, on souhaiterait avoir la gratuité scolaire qu'on financerait par une nouvelle taxe sur le capital des institutions financières. Ça rapporterait 410 millions de dollars par année. Ça, c'est en bout de ligne. Mais pour l'instant, la classe propose 4 choses pour sortir de l'impasse. De cesser l'investissement dans la recherche dans les universités, cesser l'investissement dans la publicité, geler le salaire des cadres et des recteurs et suspendre les campus satellites. La classe aujourd'hui n'implique en aucun cas l'augmentation du fardeau fiscal des contribuables. Nous avons donc entendu l'appel de la ministre qui désirait ne pas augmenter les... Après la FEC et la FEUC, mardi, c'était au tour de l'Atlas de présenter sa contre-proposition au gouvernement. L'Atlas demande un retour aux droits de scolarité de 2007 puis une diminution graduelle sur 5 ans pour atteindre la gratuité scolaire. Cette mesure sera financée par une taxe sur le capital des institutions financières. Le porte-parole de l'Atlas, Gabriel Nadeau-Dubois, est à mes côtés pour en parler. Gabriel Nadeau-Dubois, bonjour. Bonjour. On va parler de votre proposition dans un instant. On doit par ailleurs se demander si c'est vraiment une proposition de sortie de crise raisonnable, vu l'état de la situation, presque l'état de crise ou de panique même qui règne chez certains étudiants. On vient le voir parmi les étudiants qui ont demandé des injonctions, qui voudraient bien pouvoir suivre leur cours. Vous savez bien qu'en demandant la gratuité scolaire à la 12e semaine, que c'est une fin de non-recevoir que vous allez avoir. Leur cours. Vous savez bien qu'en demandant la gratuité scolaire à la 12e semaine, que c'est une fin de non-recevoir que vous allez avoir. Nous, la gratuité scolaire, on veut en discuter dans le cas des dans le cadre d'états généraux qui se tiendraient à l'automne ou au plus tard à l'hiver. Mais dès maintenant, nous, ce qu'on propose, c'est de dire... Ce qu'on a compris dans le discours de la ministre, c'est qu'elle veut financer les universités. Elle veut financer l'enseignement universitaire. Nous, on est tout à fait prêts à financer l'enseignement universitaire. Ce qu'on met sur la table aujourd'hui, c'est 4 propositions concrètes qui nous permettent de financer l'enseignement universitaire sans augmenter les frais de scolarité. Je pense que tout le monde y trouve son compte. La ministre remplit ses objectifs de financement et nous, on maintient l'accessibilité aux études et on retourne en classe. En même temps, on ne va pas discuter de millions à ce moment-ci. Qu'est-ce que vous proposez pour sortir de la crise maintenant? On propose 4 mesures. 4 mesures là, qui ne sont pas en ordre. Fin de la publicité dans les universités. Il y a trop d'argent qui sert à la pub dans nos universités. Frein au surfinancement de la recherche commercialisable. L'argent devrait aller en enseignement. Troisièmement, suspension de la construction des campus satellites qui poussent comme des champignons partout au Québec. Et quatrièmement, là, gel, disons, de la rémunération des cadres supérieurs et des recteurs de nos universités qui sont grassement payés avec les fonds publics. Mais ça, c'est de nature à discuter éventuellement peut-être dans les États généraux. Mais en quoi c'est de nature à faire en sorte qu'au cours des prochaines heures, les étudiants pourraient parler d'une seule voix? Jean-François Lisée vous suggère de vous nommer, vous, entre associations étudiantes, les 4 associations étudiantes, un médiateur pour parler d'une seule voix, parce que vous avez une proposition, la FEUC et la FEC en ont une autre. Mais au contraire, moi, justement, je crois qu'on a un éventail de propositions à faire à la ministre. On se rejoint sur beaucoup plus de points que sur lesquels on ne se rejoint pas. Donc, sur la plupart des enjeux, on s'entend avec les fédérations étudiantes. Mme Beauchamp peut... Mme Beauchamp peut...
Mme Beauchamp a le pouvoir d'appliquer des mesures qui vont faire l'affaire de tout le monde. Il y en a d'autres sur lesquelles elle a le choix. Nous, on lui laisse là, choisir les propositions qu'elle veut choisir. Ouais. Mais on en a fait beaucoup de propositions en une semaine. Alors, Mme Beauchamp a tout le loisir de choisir parmi celles-là. On me glisse dans l'oreille de mon collègue Sébastien Bovet à Québec, m'informe que Mme Beauchamp vient de réagir, on aura ça plus tard au bulletin, qu'elle considère que vous n'avez pas bougé du tout. Alors, là, on est en... Vous avez une responsabilité. Il y a des étudiants qui veulent aller suivre leurs cours, qui ont des injonctions, et il y a de la désobéissance civile qui fait qu'ils ne peuvent pas rentrer en classe. C'est plutôt Mme Beauchamp qui n'a pas bougé en début de semaine. Son offre d'étaler la hausse, ce n'est pas un compromis. Tout ce qu'elle dit aux universités, c'est attendez 2 ans de plus pour recevoir le même argent. Nous, ce qu'on dit, c'est regardez, vous voulez financer l'enseignement? Pas de problème. Finançons l'enseignement sans augmenter les frais de scolarité. Je crois que oui, c'est un mouvement parce qu'on remplit les objectifs de financement mis sur place par la ministre elle-même, tout en s'assurant de garder les universités accessibles. Parlons de démocratie maintenant, puisque des étudiants rapportent être incapables d'obtenir des votes sur les propositions parce qu'il faut reconduire une proposition aux 2/3 des voix. En quoi c'est démocratique, Gabriel Nadeau-Dubois? Les votes de grève, ils se font toujours à majorité simple, jamais aux 2/3. Ce qui prend le 2/3, et ça c'est inscrit là, dans les codes légaux qui régissent toutes les assemblées. Mais c'est le code qui légalement régit toutes les assemblées délibérantes au Québec, que ce soit dans le mouvement étudiant ou dans le mouvement syndical. Et ce code-là, ce qu'il dit, c'est que pour revenir sur une décision déjà prise, ça prend le 2/3. La grève, elle se reconduit à majorité simple. Ce qui prend le 2/3, par contre, c'est la reconsidération du libellé du mandat de grève. Et ça, on est lié légalement. Légalement. Drôle de l'égalité, en évoquant la légalité, pendant qu'il y en a qui ne respectent pas des injonctions. L'égalité pour l'égalité, M. Nadeau-Dubois, on peut se demander... Écoutez, il y a des souverainistes au Québec qui veulent se donner un pays à 50 plus 1. Vous allez me dire qu'il y a des centaines d'étudiants qui ne peuvent pas mettre fin à une grève à moins de 70 à 70 Mettre fin à la grève, ça prend un vote de 50 plus 1. Mettre fin à la grève, ça prend un vote de 50 plus 1. Ce qui prend un vote aux 2/3, c'est la reconsidération d'une proposition déjà faite, par exemple, de suspendre la reconduction selon certains critères. Les exécutifs des associations étudiantes, leur rôle, c'est d'appliquer les mandats votés en assemblée. Ils n'ont pas le pouvoir de décréter des votes de reconduction si l'Assemblée générale a décidé de ne pas en avoir. Monsieur Nadeau-Dubois, il reste qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se prononcer sur les offres de la ministre parce qu'il n'y a pas 66 et 2/3 des voix. C'est vrai, ça. Ils ne peuvent pas reconsidérer le libellé du mandat de grève. Ils peuvent, dans une Assemblée générale régulière, prendre une position sur la question de l'offre de la ministre. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire et c'est à 50 plus 1. Alors, ils peuvent dire oui, nous sommes d'accord avec la position de la ministre, mais on ne peut pas mettre fin à la grève parce qu'on n'a pas 66 des 2/3 des voix. Mettre fin à la grève, c'est 50 plus 1. Ce qui prend 2/3, je le répète, c'est la reconsidération du libellé. Et ça, c'est légal. Si les associations étudiantes ne respectaient pas ces codes-là, n'importe qui pourrait se présenter devant les tribunaux et faire invalider la décision de l'Assemblée. Vous ne pensez pas que c'est un peu irréaliste, surréaliste qu'on entend là? Habituellement, on attaque le mouvement étudiant en disant qu'il ne respecte pas les règles démocratiques et qu'il ne respecte pas les procédures. Actuellement, les efforts que font les exécutifs locaux sur les campus, c'est d'essayer justement que tout soit fait selon les règles pour éviter les situations de flou, les situations de tension. Et là, on leur reproche de trop le faire. C'est plutôt particulier. Vous évoquez... Vous évoquez également la démocratie syndicale. En matière de relations de travail et de vote de grève, c'est obligatoire, c'est vote secret. Vous n'en êtes... C'est vote secret. Vous n'en êtes même pas là. Il y a des gens qui sont obligés de voter à main levée. La manière dont le vote se produit est décidée dans les assemblées générales. Les associations nationales et même les exécutifs locaux ne peuvent pas imposer un mode de votation. C'est les assemblées qui décident de la manière dont elles votent. Et souvent, les assemblées elles-mêmes rejettent le vote secret. Et ce qu'on remarque d'ailleurs, c'est que lorsque les votes de grève sont pris au vote secret,
ils sont généralement plus favorables à la grève. Mais est-ce que vous invoquez pas une chose et son contraire en même temps? Vous plaidez pour la justice sociale, hein, d'une part, et là, actuellement, les premières victimes de votre mouvement, ce sont des gens qui veulent suivre leur cours. Ce sont les gens qui décident d'aller en grève démocratiquement. La grève n'est pas imposée à personne. Elle est toujours votée en majorité par les étudiants et les étudiantes. Sauf que vous allez reconnaître avec moi qu'il y a des cas où, parce qu'il n'y a pas eu le 66 de voix pour reconduire le mandat de grève, il n'y a pas pu y avoir de voix. Le 2/3 n'est pas sur la reconduction. Sur le mandat de grève. Sur le mandat de grève, tout à fait. Il faut comprendre que les associations étudiantes doivent respecter les règles qui leur sont données, parce que sinon, les décisions qui seraient prises pourraient être renversées à tout moment devant les tribunaux, et ça s'est déjà fait. Alors, on ne serait pas plus avancé. Qu'est-ce que vous feriez si le gouvernement annonçait une loi spéciale pour imposer à toutes les associations étudiantes un vote secret et libre? Bien, tout d'abord, je ne vois pas comment légalement ce serait possible. Et deuxièmement, nous, on croit que les assemblées générales sont souveraines, que c'est aux étudiants et aux étudiantes de décider s'ils vont en grève et de décider comment ils vont en grève et comment ils veulent voter sur la grève. C'est ni à moi, ni à aucun exécutant local, ni à aucune ministre de décider à la place des étudiants et des étudiantes comment ça doit se passer dans les assemblées. On va voir la suite, Gabriel Nadeau-Dubois. Il faut bien qu'il y ait une sortie de crise à quelque part. C'est ce que tout le monde espère. Nadeau-Dubois, il faut bien qu'il y ait une sortie de crise à quelque part. C'est ce que tout le monde espère. Nadeau-Dubois, il faut bien qu'il y ait une sortie de crise à quelque part. C'est ce que tout le monde espère du plus profond de son cœur. On se pose des questions. Merci, Gabriel Nadeau-Dubois. Collectivement, au Québec, nous avons les moyens de le faire, moyennant une contribution minuscule des gens les plus riches de notre société, les banques, en disant, demandons-leur, vraiment, c'est même pas la juste part, c'est en deçà de la juste part, c'est demandons-leur 0,7 % de leur capital par année. La ministre propose aussi plus de prêts. Donc, des prêts qui, évidemment, là, vont augmenter l'endettement étudiant, qui coûteront environ 21 millions de dollars. Ces prêts-là, en fait, vont pas aller, cet argent-là, ce 21 millions-là, va pas aller aux étudiants et étudiantes, mais vont aller aux banques, hein, puisque le gouvernement doit payer les intérêts de ces prêts-là. Donc, ce 21 millions-là va directement aux banques qui, pourtant, ces banques-là sont très riches et profitent justement chaque année de ce paiement d'intérêts-là par le gouvernement.